3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Xavier de Buren d'être avec nous également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur des investissements d'OTA Capital et Sébastien Paré-Sorvitz à nos côtés également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la recherche de LBP AM. Commençons par l'inflation. C'était jour de publication du CPI américain, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin, qui marque à nouveau un mois de détente, 3% d'inflation globale sur un an en juin, 4,8% pour l'inflation sous-jacente. Quand on regarde les choses en séquentiel, mois après mois, on voit quand même que la progression des prix commence vraiment à être de plus en plus limitée, y compris dans les parties les plus chaudes encore de l'économie américaine, à savoir la partie des services. À partir de quand est-ce que la Fed se sentira suffisamment confortable pour proclamer la fin de la lutte contre l'inflation excessive, Sébastien? Ça, personne ne le sait en fait. Quand la Fed va s'arrêter, nous on a un pronostic. Ce pronostic, c'est que la dernière hausse de ce cycle de hausse, c'est en juillet avec 25 points de base. Le problème... Commençons par la bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle de voir l'inflation baisser et cette tendance, c'est quand même plutôt favorable. Et surtout sur la partie cœur, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a une inflation qui passe même en dessous de 0,2, c'est 0,16 la baisse d'un mois sur l'autre. Et c'est une bonne nouvelle au niveau de l'inflation cœur. Il n'empêche qu'il ne faut pas créer victoire. L'inflation en glissement annuel est à 4,8%, c'est-à-dire bien plus que le double de ce qui est la cible d'inflation de la Fed. Et les effets de base très positifs qu'on a eus depuis plusieurs mois vont s'estomper. Ce qui fait que l'inflation totale, elle, qui a baissé à 3%, comme le disait Alix tout à l'heure, en fait, ce chiffre, pour nous, va être le plus bas de l'année. À partir de maintenant, on devra avoir des chiffres, en tous les cas, pour cette contribution très forte de l'inflation, des effets de base, l'énergie, les produits, les matières premières, pas mal de biens. C'est un peu fini. C'est un peu fini, comme vous le disiez. Ça y est, c'est moins fort que ce qu'on voyait jadis, et surtout au cours du début de l'année. Ce sera dur de voir plus bas que 3% d'inflation globale. Là. Pour cette année. Nous, on continue à voir, l'inflation continue à décélérer. Et les questions qu'on se pose, et tout le monde se pose, peut-être pas tout le monde, mais en tous les cas, nous, on se pose, c'est qu'est-ce qui a fait que l'inflation est repartie. Donc, il y a évidemment les goulets d'étranglement, les effets qui étaient transitoires. Et la question, est-ce qu'on n'a pas réveillé des mécanismes d'inflation classiques? Les gens se mettent à monter les prix, d'autres les montent, et ça crée une dynamique. Et surtout, si on regarde les sous-jacents de qu'est-ce que fait ou qu'est-ce qu'oblige une entreprise à monter ses prix, finalement, ses coûts, on n'a plus ou moins de coûts pour les matières premières, restent les salaires. Et les salaires, quelle que soit la zone, c'est pas qu'aux États-Unis, continuent à progresser très vite. On l'a eu dans le rapport emploi aux États-Unis, 4,4% en glissement annuel, ça ne bouge plus depuis 3 mois. On est à 4,4%. Évidemment, 4,4%, Powell ou les recherches de la Fed disent, avec ce chiffre-là, vu les gains de productivité qu'on fait, on ne peut pas aller à 2%. Donc il faudrait que ça se calme. Or, le marché de l'emploi reste très fort. Donc sur ce côté-là, la Fed continuera à avoir ce discours, attention, peut-être tout ça c'est bien, mais on a ce doute, est-ce que c'est suffisant pour ramener l'inflation plus bas? Il n'empêche qu'avec ces bonnes nouvelles, prendre plus de risques de faire que l'économie américaine lâche et se mette en récession violente, c'est un risque que Powell, je pense lui-même, ne prendra pas. C'est pour ça que nous, on a cette limite, mais on voit bien que le risque est que les mécanismes qui se sont réveillés, et notamment ces salaires qui se maintiennent très élevés, font que c'est pas évident, parce qu'on l'a pas vu depuis donc plus de 20 ans, 30 peut-être, on n'avait pas vu ces mécanismes revenir. Donc il y a certains qui ne croient pas, certains qui pensent il n'y a que des effets transitoires, des effets d'offres, et c'est fini, l'inflation, il y a des éléments séculaires qui poussent l'inflation vers le bas. Est-ce qu'on peut au moins écarter l'idée que ramener l'inflation, sous les 3% pour l'inflation globale, peut se faire sans ce que les anglo-saxons appellent un sacrifice ratio trop important? C'est-à-dire l'idée qu'il va falloir quand même sacrifier beaucoup d'emplois et beaucoup de monde sur le marché du travail pour revoir un chiffre
autour de 2%. Est-ce que cette idée un peu sacrificielle qui a été vendue à un moment quand même par Jérôme Powell lui-même, est-ce que cette idée-là, on peut l'écarter? On a un taux de chômage à 3,6% qui bouge assez peu depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant, quand l'inflation, y compris l'inflation cœur des services, elle, continue de baisser. On est encore dans ce phénomène de désinflation sans impact sur le marché du travail. Nous, on n'y croit pas. Ça serait un petit peu le poisson volant. On n'y croit pas. Maintenant, est-ce que la récession doit être très forte? Est-ce que le nombre de points de hausse du chômage pour obtenir cette décélération des salaires... Quel niveau de sacrifice? Et ce niveau de sacrifice, en fait, aujourd'hui, nous, on le voit faible. Mais peut-être on se trompe parce que, j'imagine, Grégoire, vous faites référence à l'histoire. Et l'histoire nous dit que dans ces phases-là de surchauffe, il faut que le taux de chômage monte beaucoup pour que ça baisse. C'est plutôt dans les 3, voire 6 points. Évidemment, dans les récessions très dures, ça a été beaucoup plus. Évidemment, si on se réfère à la période des années, au début des années 80 ou à la fin des années 70, on a eu des hausses du chômage extrêmement fortes. Nous, on ne croit pas que c'est vers là qu'on va. Mais on voit, nous, en tous les cas, en prévision, pour que ça marche, il faut quand même que ça monte. Monsieur Powell pense que non. Lui, c'est un des seuls qui pense qu'on peut passer entre les gouttes. Et donc, pas de récession. Les chiffres, pour l'instant, sont des chiffres qui font que l'économie américaine résiste, l'emploi résiste. Est-ce que ça va être magique ou pas? Nous, on est très mauvais en magie, et donc on n'arrive pas à y croire. Il n'empêche que la réalité a été plus forte. Il y a eu des chocs favorables. L'énergie est un choc favorable de revenus pour les ménages. Oui. L'emploi... C'est 20% de baisse sur un an, les prix de l'énergie. C'est colossal. Et donc, c'est un effet de pouvoir d'achat. Et la même chose en Europe. On parle beaucoup des États-Unis. La même chose en Europe, qui a permis à la consommation de tenir moins qu'aux États-Unis. Et on voit bien que les choses deviennent un peu plus difficiles pour l'Europe. Bon. Aymeric, vos commentaires. 3% d'inflation, 3,6% de taux de chômage. On aura plus de 2% de croissance trimestrielle annualisée au T2 aux États-Unis. C'est quasiment certain aujourd'hui. On a eu quand même l'ensemble des données sur le deuxième trimestre. Bon, j'imagine, ça reste quand même une photographie assez enviable quand même. Mais c'est totalement une très bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a une confirmation claire que les mouvements extrêmement violents qu'ont pratiqués les présidents de banques centrales et particulièrement la Fed, puisqu'ils l'ont fait très rapidement par rapport à la BCE, ont aujourd'hui un impact très clair sur l'économie et ont permis d'évacuer tous les scénarios noirs. Ça, c'est vraiment le signe qu'on a l'impression de toucher aujourd'hui. On évacue les scénarios catastrophiques qu'on a pu lire partout en début d'année. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Savoir s'il y aura petite récession, si l'emploi... C'est évacué ou c'est reporté? Non, pour le moment, c'est quand même assez évacué. Parce que l'économie tient. Relativement bien. L'inflation nous prouve que ça continue à baisser. Donc ça aussi, c'est quand même des signes qui ne trompent pas. On est soutenu, certes, par des facteurs exogènes, les matières premières, ce genre de choses. Très bien. On a consommé énormément d'épargne aux États-Unis pour soutenir l'économie. Très bien aussi. Ça sont des soutiens qui ont été extrêmement puissants, tout comme l'économie américaine sait nous donner ce genre d'éléments dans les périodes de crise. Et là, ça a particulièrement bien fonctionné avec un système bancaire qui a montré ses limites et qui a forcé les banquiers centraux à ne pas aller trop loin non plus. Donc ça, c'est aussi un élément qui a fait... qui produit aussi des bonnes choses aujourd'hui sur les chiffres. Parce que finalement, on a monté les taux très vite, très fort, mais on sait aujourd'hui qu'on arrive à la fin de cette période-là. Donc aujourd'hui, on commence déjà au niveau des investisseurs, et les marchés nous prouvent assez bien sur cette séance qu'on essaie de regarder qu'est-ce qui va se passer après. Donc là, c'est plutôt des signes avant-coureurs d'une transmission des décisions de la Banque centrale jusque dans l'économie, de façon assez bien organisée, et au final, ça a l'air plutôt bien se passer. Maintenant, évidemment, le scénario, il n'est pas idyllique à ce point-là. Après 3 ans de choc historique, oui. Il y a quand même plein de petits phénomènes qui peuvent aujourd'hui revenir sur le devant de la scène. L'inflation ne va pas redescendre en dessous de 2% immédiatement, ça faut être très, très clair. Et l'emploi est quand même très fragile. C'est la donnée qui aujourd'hui va être quasiment plus regardée que les données d'inflation. Donc là aussi,
aussi, tout n'est pas gagné, en tout cas, tant aux États-Unis qu'en Europe. En plus, on n'a pas fini la guerre en Europe. Il y a encore beaucoup de sujets géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, parce que dès qu'on a des améliorations économiques, comme par hasard, on a la résurgence, les tensions peuvent reprendre. Des tensions. Ouais. Mais au final, pour le moment, savourons un tout petit peu les bonnes données économiques, parce que ça justifie aux investisseurs de rester investis. On peut, Xavier, profiter d'un moment de soulagement, comme on le voit aujourd'hui sur les marchés, ou est-ce que c'est au moment où tout le monde évacue les scénarios de hard landing de l'économie américaine qu'il faut peut-être se remettre un peu en mode vigilance. Sachant, encore une fois, les hausses de taux ont démarré il n'y a même pas 18 mois. Hein. C'était mars 2022 pour la première hausse de taux. Et tous les académiques nous expliquent qu'on n'a pas vu encore le plein effet des 500 points de base et quelques de hausse de taux délivrés par la Fed. Hein. Les effets sont encore aussi devant nous d'une certaine manière. Si on prend un peu de recul, ce n'est pas tellement les effets sur l'économie qui fait varier les marchés. C'est l'anticipation qu'on va avoir. On a vu avec ces marches très hautes et très rapides de remonter des taux, c'est ça ce que le marché a regardé, il s'est ajusté en fonction. Là, ce qu'on constate également, et le marché a déjà bien retracé depuis le début de l'année. Alors, si on regarde les économistes, les stratégistes qui étaient tous extrêmement noirs en début d'année à voir cette récession que tout le monde attendait, qui n'est pas là, sont effectivement en train de changer de braquet, de retourner leur veste par rapport à ces données macroéconomiques qui sont très bonnes. Parce que ce qu'on constate, c'est que le pari de la Fed est gagné aujourd'hui. À savoir faire ralentir la croissance économique, faire descendre l'inflation et avec un marché de l'emploi qui tient très bien et une consommation qui tient. Donc ça, c'est quand même un travail qui a été fait, qui est assez remarquable, vu le délai très rapide avec lequel c'est fait et avec ces marches qui sont très hautes. Ce qui est très important, je pense, c'est la pause qu'on a sur le resserrement monétaire. Vous l'avez dit, ça a commencé il y a 18 mois, mais on a fait 95%, voire 99% du chemin. Et il faut se projeter devant sur, alors même pas anticiper une baisse des taux, mais si on a un plateau, ça, une stabilité, une normalisation, ça c'est très important pour les investisseurs. Et une normalisation aussi de l'inflation. Pour revenir sur l'inflation, il faut un niveau sans doute normatif d'inflation, il est plutôt à 3% qu'à 2%. On peut toujours, il y a un grand débat sur ce pivot de 2% qui est retenu par les banques centrales. Pour moi, la vérité, elle n'est pas à 2%. Il y aurait peut-être une chose assez simple qui pourrait être faite par les banques centrales, c'est de remonter ce taux cible éventuellement à 3% avec un environnement de taux qui est normalisé et avec une croissance économique qui tient plutôt correctement. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Effectivement, le marché, et on le voit sur les séances d'aujourd'hui, se dit effectivement, on est sur un changement et ce qu'on voit... on a de la visibilité un peu là. On a de la visibilité. Il y a pas mal d'anticipation. Il faut savoir aussi que tous les investisseurs n'étaient pas investis dans le marché. Donc là, il y a pas mal de gens qui prennent le train en marche. Et un élément d'un point de vue micro qui va être très important, c'est les publications. Du deuxième trimestre, donc ça commence là, évidemment c'est la troisième semaine du mois de juillet où on a 50% du stock 600 et c'est pareil sur le S&P 500 qui va publier, donc ça va être très chargé. Ce qu'on a constaté sur les publications du premier trimestre, là aussi il y avait des scénarios qui étaient très négatifs en disant que les marges ne pouvaient pas continuer à augmenter, qu'on allait avoir un impact sur la croissance des ventes avec cette récession que les gens anticipaient. Et au final, on a eu 11% de hausse des bénéfices par action après les publications du T1. Donc là, l'enjeu des publications du deuxième trimestre, ça va être les commentaires sur la deuxième partie de l'année. Et à mon avis, ça vaut la peine de laisser passer ces publications de résultats pour repartir avec les bons élèves qui vont montrer qu'ils arrivent à maintenir des niveaux de marge élevés, des niveaux de génération de trésorerie importantes et faire le tri avec d'autres entreprises qui, eux, sont peut-être moins de pricing power, de pouvoir de fixation de prix, parce qu'il faut bien faire la part des choses entre le fait de passer les hausses de prix qu'on subit et du vrai pouvoir de fixation de prix.
Donc voilà, ça va être la publication à venir va être vraiment importante, je pense, pour la poursuite du mouvement. Et on risque d'avoir une divergence en termes de performance à partir de ces publications. Sur l'inflation, Sébastien, la nouvelle normalité de l'inflation, quand est-ce qu'on la jaugera le mieux? C'est-à-dire, on est encore dans des phénomènes un peu post-Covid, avec des phénomènes d'inertie, il y a encore un peu d'épargne excessive chez les ménages américains, etc. etc. Est-ce que la nouvelle normalité de l'inflation, qui permettra peut-être aux banques centrales d'ailleurs de réfléchir à ajuster une cible? C'est quand même un débat qui court au moins dans le monde académique aujourd'hui et sans doute au sein des banques centrales, même si elles restent catégoriques sur l'idée que la cible ne bougera pas à ce stade. Mais est-ce que c'est pour 2024 ? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Si on traite d'abord ce sujet académique, en fait, il vaut mieux avoir une cible plus élevée que celle qu'on a aujourd'hui, que 2%. Et la raison, elle est presque technique. C'est Blanchard qui avait proposé il y a longtemps, quand il était à la tête de la recherche du FMI, c'était le chief économiste du FMI, il avait proposé 4. Et aujourd'hui, il a changé, il propose... Ça, c'est quand on était à 1 d'inflation, c'est quand on était dans la grande stagnation séculaire. Mais justement, lui, il se projetait, on sort de ça à un moment donné. Évidemment, ça a mis beaucoup de temps, mais il pensait qu'on allait sortir de ça. Et pourquoi il disait ça? C'est qu'il disait que la façon dont on a traité le sujet était, en fait, crée beaucoup de problèmes. Et donc, notamment, le fait d'injecter de la liquidité dans l'économie, en fait, même si on sait que ça peut marcher, ça peut créer beaucoup de distorsions, des bulles. Et on a vu que l'argent n'est pas allé forcément partout là où il fallait. Et donc, aujourd'hui, il vient sur 3. Et pourquoi sur 3? Parce qu'il s'est aperçu que quand on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils vous pensaient sur 4, et ça faisait trop de bruit. Et il s'est dit, c'est peut-être pas bien. 3, c'est mieux. 4, ça marque les esprits. 3, entre 3 et 2... Ça va, il n'y a pas de différence. On le voit pas. Ça, c'est le débat académique. Et pourquoi? Parce que 3, ça fait 300 points de base au moins de plus pour baisser les taux, pour les amener à 0. Et donc, c'est presque technique de comment manipuler les gens. Donc, cela étant dit, les changer quand on a un problème d'inflation et se dire, en fait, les gars, aujourd'hui, on va faire plutôt 3 que 2... Là, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que la façon dont les investisseurs réfléchissent à l'avenir, d'abord, ils commencent par... Certains détiennent des obligations. Si on me dit qu'en fait, mon obligation, elle va être rognée de 3% et non pas de 2%, donc ça change le niveau auquel j'accepte d'être rémunéré si je veux détenir cette obligation. Donc, au total, c'est bien les banques centrales qui doivent nous donner le critère d'inflation ou l'objectif d'inflation qu'on poursuit. Donc, ça fait partie de la confiance gagnée par les banques centrales auprès des marchés. Si vous la changez aujourd'hui, si vous rajoutez, disons, 1% sur les taux qu'on a aujourd'hui, parce que les taux anticipés par le marché, c'est 2,5, un peu plus. D'ailleurs, des deux côtés de l'Atlantique, c'est la même chose. Vous créez un gros problème. Et ça crée aussi des problèmes sur la valorisation, à ce moment-là, des actifs. Il y aura des entreprises qui ont du pouvoir, qui ont de la capacité de monter leur prix, d'autres pas. Donc, ça crée du désordre, en tous les cas. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas le changer. Il n'empêche qu'on converge vers 2 peu à peu, et ça va prendre du temps. Nous, c'est plutôt à 2025. Et la difficulté, c'est pendant cette période, est-ce que tout le monde va être content avec la vitesse avec laquelle on y va? On est à 2,50. Est-ce que les gens disent ça va trop lentement? Il faut que ça soit... Et ça, c'est le danger. Et si ça arrive, on commence à voir... Il peut y avoir un peu d'impatience. On aura divisé l'inflation par 3 en un an aux États-Unis, passer de 9 à 3. Et vous dites passer de 3 à 2, ça va peut-être prendre autant de temps. Et c'est ce qui va générer beaucoup d'impatience. D'impatience, et c'est là où on se dit que... C'est là où nous, on reste inquiets. Même la Fed reste inquiet. En fait, c'est le staff de la Fed qui fait les projections a dit... En fait, on n'a jamais été dans une situation aussi incertaine. Peut-être qu'on passe entre les gouttes, ou peut-être qu'on a une récession, et c'est 50-50. Donc évidemment, vous êtes banquier central, merci pour l'aide, parce que qu'est-ce que je fais? Et pour l'instant, on voit, on l'a dit, des chiffres positifs, etc. Donc les marchés, ce n'est pas l'économie, mais les marchés ont besoin que l'économie leur donne un ancrage pour prévoir l'avenir. Si ça devient trop flou, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'on a vécu un premier trimestre où il y a eu des chocs positifs qui ont fait que tout était résilient. De là, se dire,
C'est pour toujours. On a tout réussi. Je pense que c'est pas simple. Nous, on est plutôt prudents. On est très bien rémunérés à très court terme. Oui, des taux à 5%, on se dit pourquoi je vais prendre du risque, surtout si ça dure. Et donc ça rentre très vite. Et donc il y a des gens qui prennent du risque. Et vous l'avez dit tout à l'heure, très concentrés avec peu d'entreprises qui sont les grandes gagnantes, et c'est un problème quand on essaye d'investir ou se diversifier, même si c'est très grosses entreprises américaines technologiques, c'est pas une entreprise, c'est des gens qui sont partout et aujourd'hui produisent de tout. Bon, c'est, j'imagine, une des réponses qu'on va chercher à travers les résultats des entreprises du deuxième trimestre, là. Quelle est la réalité et de la dynamique du thème de l'IA, notamment dans ce groupe de valeurs déjà en première ligne sur le thème IA générative? Alors ça va être un vrai sujet, de voir déjà si les grands leaders qu'on a quelque part arrimés à ce thème-là, que sont le marché a porté, toutes ces valeurs-là, Microsoft également, sont capables de délivrer par rapport aux attentes des analystes. Parce que on est toujours sur le marché américain, champion du monde je guide les analystes un tout petit peu plus bas. Je vous rappelle, le S&P, on attend quand même une baisse des 7%, c'est ça, par share de 7%. Donc avec une flatitude sur le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les marges sont quelque part attaquées sur la deuxième trimestre. Donc déjà, il y a un peu d'enjeu. Mais au final, historiquement, on a plutôt des nouvelles qui sont positives, et ce qui permet au marché action américain, et particulièrement aux valeurs technologiques américaines, de surperformer sur les publications de résultats. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on a quand même un thème qui a vraiment, pour le coup, comme en 2000, tiré la cote totalement vers le haut, c'est l'intelligence artificielle, et avec beaucoup d'incertitudes, parce que cette thématique, c'est très bien, mais il faut du chiffre d'affaires. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on va le retrouver déjà dans les chiffres d'affaires des entreprises au T2 ? La plus grosse des surprises, ça va être le chiffre d'affaires d'NVIDIA, et de voir si cette société va arriver à délivrer par rapport au consensus des analystes. Ils ont signalé 11 milliards. Exactement. Donc aujourd'hui, on a une valorisation du titre qui est stratosphérique. Je ne vous cache pas que quand on regarde le graphique d'NVIDIA, on prend peur. Mais à côté de ça, vous n'avez pas d'NVIDIA dans les portefeuilles. C'est dur d'aller faire la performance du Nasdaq. Si vous n'avez pas NVIDIA, Microsoft et les 7 autres, vous ne pouvez pas faire la performance du S&P ou du Nasdaq, c'est impossible. Donc aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes. Donc qui dit incertitude dit un tout petit peu de retrait. Ça, c'est vraiment la préconisation qu'on a, nous, mis en place dans les comptes. Pas besoin de surpondérer excessivement ces valeurs qui ont déjà une taille non, puisqu'aujourd'hui, on ne justifie pas les niveaux de valorisation. Je comprends. Donc clairement, on est plutôt à l'aise à prendre des bénéfices, surtout après des journées comme celles qu'on a eues aujourd'hui, et se mettre un tout petit peu plus sur des valeurs un tout petit peu plus défensives. On revient sur des valeurs un tout petit peu de consommation. On voit par exemple des Nestlé tout en bas, des valeurs qui aujourd'hui méritent quelque part qu'on les regarde de nouveau. Donc on peut faire des ajustements quand on fait de la gestion active et qu'on veut quelque part essayer de profiter un peu de cette volatilité qu'on a dans les marchés. Donc il y a des choses à faire dans les marchés, mais ça n'empêche pas que ce thème de l'intelligence artificielle, il faut le regarder de très très près, parce que potentiellement, si NVIDIA arrive à délivrer, on peut avoir une poursuite notamment pour toutes les autres, c'est-à-dire Microsoft, Palantir et les valeurs technologiques, y compris européennes, qui peuvent être corrélées à cette thématique-là. Donc à regarder de très très près, et avoir un tout petit peu autrement d'indiciel et de Nasdaq, même s'il va être rebalancé, ça peut être une solution pour ne pas passer à côté de cette publication. Ouais, c'est pour se couvrir effectivement en cas de crack à la hausse pour ces valeurs, quoi. On ne sait jamais. Même si encore une fois, on a fait déjà un très très beau parcours, donc plutôt déleverager le risque, et en avoir un petit peu, mais un peu moins que par le passé. Comment vous regardez ce thème de l'IA alors évidemment, qui génère beaucoup d'enthousiasme, peut-être même au-delà du seul cercle technologique. Est-ce que c'est d'ailleurs là qu'il faut regarder aujourd'hui, Xavier ? Est-ce qu'on a peur à ce stade de se brûler un peu les ailes ou les doigts à travers effectivement des pondérations, des poids de valeurs qui ont pris une forme de démesure au sein des indices ? Je pense qu'il faut regarder la valorisation des marchés qui est bien au-dessus de sa moyenne 10 ans, que ce soit sur le S&P ou sur le Nasdaq. Donc c'est là où il faut être un petit peu prudent, sachant que dans le marché aujourd'hui, il y a plein d'entreprises de très bonne qualité qui sont sur des niveaux de valorisation par rapport à leur
moyenne historique 10 ans encore, parce que c'est plutôt ça qu'il faut regarder plutôt que du relatif par rapport à un secteur ou au marché, qui sont très attractives. Donc, après un début d'année qui a été très important, puisque 2023 c'est vraiment l'année de rattrapage. Il faut dire que le début de ces années 2020 a quand même été assez compliqué, et donc là on a un vrai rattrapage. On l'a dit, baisse de l'inflation, plateau sur les taux, et des entreprises qui sont quand même en très bonne santé. Et donc on a des acteurs, des leaders qui sont sur des niveaux de valorisation qui sont attractifs. Donc, à qui vous pensez, Xavier? Quel type d'entreprise, quel secteur, qu'est-ce qui... c'est du vrai, c'est du picking. Vrai stock picking, mais par exemple, un leader européen dans l'aérien qui est Ryanair, qui a des taux de croissance attendus, ne serait-ce que par sa flotte et par les gains de part de marché qu'elle a, qui se paye sur des niveaux vraiment très attractifs en tourisme aérien. Il y a du rattrapage encore. Dans la santé également. Dans la santé, c'est quand même des valeurs de... Ça a été un peu délaissé. Qui sont quand même attractifs aujourd'hui. Donc plutôt que de regarder comment jouer l'IA et des valorisations qui sont très élevées, nous on préfère aller chercher de la qualité sur des niveaux de valorisation qui sont attractifs, et en étant sûr que ces valeurs de qualité, ces leaders ont un vrai pouvoir de fixation des prix, et c'est ça qui est important pour pouvoir maintenir les marges, voire les augmenter. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'on va aller se pondérer sur notre exposition, plutôt que d'aller sur des thématiques qui sont effectivement qu'il faut regarder, qui peuvent être vraiment un élément de disruption extrêmement important pour les entreprises qui les font, mais aussi pour les entreprises qui vont les implémenter. Ça peut prendre sans doute du temps. Voilà, donc il faut se balancer un petit peu là-dessus. Mais c'est des entreprises, celles que vous avez citées, valeur d'exemple, mais qui ont encore cette capacité de fixation des prix. Parce que Ryanair, c'est un bon exemple. Enfin, historiquement, c'est quand même un acteur low cost. C'est l'acteur low cost qui est venu bouleverser le secteur du transport aérien en Europe. Vous avez raison, on n'est pas sur un pouvoir de fixation de prix. Je dirais qu'on est sur un pouvoir de fixation des coûts, puisqu'aujourd'hui le coût par passager transporté chez Ryanair est le plus faible d'Europe. C'est le meilleur élève de la classe mondiale, avec une parfaite gestion des coûts. Donc là, c'est des industries de volume, bien sûr, évidemment. Mais autre pouvoir de fixation des coûts ou de management des coûts, c'est Inditex. Quand on voit la réalité de la distribution de vêtements en France, toutes les semaines, on voit des marques, des entreprises qui ferment, et on voit que Inditex, par son modèle extrêmement intégré, et Inditex d'ailleurs, c'est pas un retailer, c'est pas un vendeur de vêtements, c'est un logisticien. C'est un broker, quoi. Oui, c'est un logisticien hors pair, parce que ça va de la création de studios jusqu'à la livraison par leur propre. Et ça reste une entreprise bien positionnée, ne serait-ce qu'en termes de prix, de marque, de produits. Parce qu'on le voit, toutes les enseignes de notre enfance, entre guillemets, qui collapsent dans l'industrie du textile ou de la mode, c'est normal. Enfin, c'est aussi ça, la mode, d'une certaine manière. Une exception, c'est des marques de luxe qui arrivent à maintenir la désirabilité pendant des siècles, peut-être, mais la roue tourne dans le monde de la mode et du textile. Mais vous dites, un Inditex, Zara, il reste encore bien positionné par rapport aux attentes aujourd'hui du consommateur. Ils ont cette efficacité d'être parfaitement intégrés. Aujourd'hui, chez Inditex, ils ont 300 designers qui travaillent dans les bureaux d'Inditex, et ils sont capables en 15 jours, de partir d'un dessin de vêtements à ce que ce soit... Et ça arrive dans les rayons, quoi. Dans les rayons, avec des quantités de production qui sont très faibles. Donc cette flexibilité, cette agilité, ça, évidemment, alors que les marques dont vous parlez, c'est des modèles où on fait fabriquer des collections en Asie. C'est souvent les mêmes qu'il y a 20 ans. Tout arrive et on se retrouve, si ça se vend pas, avec des stocks. Donc c'est vraiment une question d'intégration, d'intelligence, de revoir son business model. Et c'est un peu ce qu'a fait Tesla. Pour moi, Tesla dans le monde automobile et Inditex dans le monde du vêtement, c'est les mêmes approches où on repense et on repart d'une page blanche pour recréer une façon de produire. On va parler de la macro chinoise, parce que ça m'intéresse quand même d'avoir votre regard là-dessus, mais d'un point de vue micro, est-ce que ça fait partie là aussi des interrogations qu'on peut avoir dans les résultats et les commentaires des entreprises qu'on attend sur leurs résultats T2 ? Est-ce que la déception de la reprise chinoise va se matérialiser dans certains secteurs, dans certaines industries ? Alors,
C'est une déception, ça c'est sûr, et ça a été mis en évidence évidemment par les performances des actions chinoises. Maintenant, moi je suis plus dans un décalage de temps, décalage de phase, parce qu'il y a plein de catalyseurs qui au contraire nous confirment qu'il faut rester sur cette zone géographique. Et donc pour le coup, c'est un soutien à la fois pour les valeurs chinoises, parce qu'ils peuvent mettre en place plein de plans de relance qu'ils sont en train de faire. Ils vont soutenir notamment tout le secteur de la promotion immobilière, qui est le secteur problématique en Chine. Enfin, pour l'instant, ils sont en train d'éviter que ça s'effondre. Bien sûr. J'ai l'impression quand même. Mais ils ont les moyens de pouvoir le soutenir d'une façon incroyable. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Mais le fait que la croissance et l'activité en Chine puissent repartir, ça va permettre également à l'Europe également d'afficher, à mon avis, des taux de croissance un tout petit peu supérieurs, parce que toute cette problématique qu'il y a eu en Chine ont eu des conséquences sur l'économie européenne. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir également un tout petit peu de mieux en Europe si l'activité repart un petit peu en Chine. Et ça, ce sont deux zones qui vont être assez liées. Donc c'est pour ça qu'on a un petit relais de croissance peut être une petite bonne nouvelle pour la deuxième partie de l'année. Mais en attendant, parce que ma question était peut-être pour la poser plus directement, est-ce qu'il faut s'inquiéter par exemple pour les affaires de nos groupes de luxe, qui dépendent quand même en partie de la reprise de la consommation en Chine? Il y a eu cet effet de rattrapage en début d'année. Est-ce que le deuxième trimestre ne peut pas être une déception de ce point de vue-là? Alors, il y a deux choses sur les groupes de luxe. Il y a l'activité d'abord aux États-Unis, qui montrent déjà des vrais signes de ralentissement. Chanel ou d'autres avaient communiqué déjà il y a quelques temps là-dessus. Ils ont tous un tout petit peu communiqué auprès des analystes pour faire redescendre un petit peu les objectifs. La Chine, on reste sur une consommation sur l'hyperluxe. D'accord. C'est un segment... Hermès, LVMH, principalement. Pour certains groupes bien positionnés, c'est un segment extrêmement bien positionné et d'une agilité incroyable au niveau de la gestion des marques. Donc pour le moment, en tout cas, ils ont été immunisés sur les baisses de consommation. Et la population qui consomme ces produits-là, pour le moment, est assez immunisée. Donc, pas trop d'inquiétude à court terme, sachant qu'en plus, ils ont toute la partie middle class et ils ont adressé cette population-là sur laquelle on peut avoir des relais de croissance sur la partie asiatique. Donc, pas trop d'inquiétude encore pour ce trimestre-là. Bon, c'est vrai que quand on voit une Chine avec des niveaux d'inflation zéro, un taux de chômage historique chez les jeunes, on imagine que oui, il y a quand même quelque chose, une réponse à attendre en matière de politique budgétaire et ou monétaire. Mais l'état des lieux que vous dressez aujourd'hui, est-ce que la Chine est au bord de la déflation, Sébastien? Je vais vous donner ma réponse. Tout d'abord, je voulais simplement rebondir sur l'IA parce que les marchés adorent les maniens. Et quand ça arrive... les gens pensent quelque chose, si vous avez tous joué avec, tout le monde a joué avec ChatGPT ou des autres sources, on voit bien, ça va révolutionner beaucoup de choses. Mais le marché tend à mettre un prix très vite et trop vite. On capitalise 10 ans d'IA, quoi. Évidemment, il y aura des gens qui pleureront parce qu'ils verront que tout le monde ne va pas gagner, mais beaucoup d'entreprises vont en bénéficier. C'est ce qui s'est passé en 2000. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, ce que vous le disiez, cet engouement pour ces secteurs a fait que beaucoup de la progression depuis le début d'année s'est fait sur l'expansion des multiples et non pas sur des vrais résultats, vu que les résultats sont en baisse. Alors, c'est peut-être une bonne façon de regarder l'avenir. Donc, c'est un sujet, en tous les cas, pour nous. Et enfin, avant de passer à la Chine, sur le positionnement, c'est vrai que nous, on était très prudents au début, on reste très prudents. Tout le marché était très prudent. Et donc, le positionnement était très favorable pour ceux qui prenaient du risque et avançaient. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens capitulent et beaucoup de gens deviennent très prudents. Dans un moment où, quand même, on a des taux très élevés, peut-être encore un petit bout de pinceau supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous rend on est moins inquiet sur notre positionnement par rapport à ce qui se passe dans le marché. Je trouve que c'est un élément de fragilité. Là, vous dites qu'il y a de la complaisance qui s'installe. Et c'est sûr, vous l'avez dit sur la volatilité est extrêmement faible. Donc, on peut en profiter d'ailleurs pour se protéger. En tous les cas, c'est un élément important. Je reviens à la Chine. La Chine, je pense qu'il faut le regarder au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, il est
nous, on le pense, hein, les valos sont extrêmement faibles hein, en Chine, et notamment, bon, ça s'améliore un tout petit peu grâce à la technologie. Nous, on voulait prendre le train de la conso qui rebondit, ça n'a pas marché. Donc ça marchait 5 minutes et ça n'a plus marché. Et la conso via la techno, parce que là-bas, les gens consomment via ces grandes plateformes, et on a voulu le jouer. Peut-être que on va être, disons, les marchés vont être gentils avec nous maintenant. Et on reste. Ça fait 3 jours, hein, c'est ce qu'Alix disait. Voilà, il y a visiblement la répression vis-à-vis de ces plateformes semble être plutôt un chapitre appartenant au passé. Conjoncturel qui devrait aider, surtout si les gens sont au moins à court terme rassurés. Ils sont rassurés pourquoi ? Parce que on se dit quand même il y aura une petite relance. Et 2, le cadre géopolitique. Les Américains font des énormes efforts pour dire aux Chinois on est méchant, mais pas si méchant. On veut quand même qu'on soit copains. Hein. On veut que... Quand même, on doit se dérisquer de la Chine avec nos chaînes de production. On a vu la catastrophe que ça peut créer, mais on ne veut pas se découpler. Non. On va continuer à travailler avec vous. On a besoin de vous. 500 milliards quand même d'exporter des Chinois aux États-Unis tous les ans. Donc ça peut apaiser quelques-uns, et notamment les investisseurs internationaux qui peuvent revenir en Chine pour revaloriser les choses. Il reste le problème structurel. Et là, j'en suis pas certain. Vous disiez là qu'ils veulent absolument relancer, le chômage est élevé. Je pense que peut-être, mais ils ont très peur de cet endettement énorme qu'ils ont. Ouais. Ils ne savent pas le gérer. Ils voient que ça a créé beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes, quelle que soit l'économie. Et surtout, idéologiquement, on voit bien que M. Xi a une façon de voir l'avenir qui est très différente de ce que lui-même pensait, je pense, il y a quelques années. Et donc, est-ce que le capitalisme chinois mélangé avec le rôle du Parti communiste a complètement changé ? Donc, si bien à court terme, nous, on est plutôt toujours constructif sur la Chine, à moyen terme, on reste très inquiet sur le modèle de la Chine d'avenir, même si ça ne veut rien dire sur le reste de la région. Mais en tous les cas, c'est un élément qui reste un gros point d'interrogation pour nous. À propos de régulation, donc la Chine passe à une autre étape. La répression des valeurs technologiques semble derrière nous. Je me faisais la remarque aussi, notamment à l'occasion du deal finalement qui va pouvoir se faire entre Microsoft et Activision Blizzard. C'est un échec pour la FTC quand même, hein, l'autorité de régulation du commerce aux États-Unis, avec la nouvelle nommée par Joe Biden, Linda Khan, qui devait être la grande guerrière en fait anti-GAFAM, juge de Californie, a déjugé d'une certaine manière l'avis de la FTC sur le deal Microsoft Activision Blizzard. On parle moins quand même de réguler les GAFAM, notamment avec l'IA qui s'invite un petit peu aussi dans la bataille et l'affrontement géopolitique entre Chine et États-Unis. Ça semble un peu moins au goût du jour aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'on veut avoir une expertise technologique de part et d'autre. Donc, il n'est pas question de se mettre des donc, c'est pas le moment de brider ces groupes-là. Non, c'est clair. Non, mais c'était quand même dans l'agenda Biden. Hein, c'est un message qui est assez fort, mais la situation a quand même pas mal évolué depuis, malheureusement, très rapidement. Donc, mais c'est plus un risque aussi fort qui pèse sur ces valeurs-là. On en discutait beaucoup quand même il y a un an ou deux. Activision est peut-être moins technologique, etc. Mais c'est sûr que on veut avoir une indépendance technologique et ça fait partie, je pense, de ces éléments précis qui vont dans ce sens-là. On entend un peu moins parler de régulation des GAFAM. Oui, parce que là aussi, les États-Unis veulent vraiment garder ce leadership américain. Il faut bien voir aussi que tout ce qui est intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup basé sur la data. Aujourd'hui, la data est très ouverte aux États-Unis, extrêmement ouverte, extrêmement accessible et pas chère. Là où, dans le reste du monde, on a beaucoup de régulations, en Europe et en Chine, beaucoup moins de données accessibles et également encore moins en Chine. Pour nourrir les intelligences artificielles. C'est là où les Américains, ils ont un leadership exceptionnel et risquent d'avoir une vraie grosse longueur d'avance. C'est pour ça que la technologie américaine, les Américains réfléchissent à 2 fois avant de vouloir trop la brider et trop la réguler. Bon. Le thème de l'IA, ça restera le grand thème que cette année 2023 aura vu naître. On va continuer d'en parler dans le dernier quart d'heure pour faire le bilan des stratégies thématiques à mi-parcours de cette année 2023. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Aymeric Didet, Pergame, Xavier Deburen, OTA Capital et Sébastien Paris-Sorvitz, LBP AM.